sûr Sophie et Anna de m'avoir conviée, puis Agnès à l'entendre, je pense que voilà, va y avoir des croisements et des choses qui vont se retrouver. J'ai une petite vidéo à vous présenter que je commenterai vraiment très brièvement, mais avant je voulais faire un petit propos liminaire parce qu'il me semble que ces questions de transmission et de figure tutélaire ont un vrai retentissement aujourd'hui et doivent nous appeler à la vigilance puisque peut-être vous le savez, mais la bibliothèque Marguerite Durand, qui est dédiée à l'histoire des femmes et du féminisme, est menacée. Donc c'est un lieu de savoir, c'est un lieu qui me semble aussi important, dans lequel moi j'ai pu faire aussi mes recherches. Et donc je pense que voilà, ces questions aussi de transmission et de figure tutélaire doivent aussi s'inscrire aussi dans ce contexte actuel. Vous le savez aussi sans doute, l'historienne de l'art Linda Nochlin est décédée il y a quelques semaines. Alors ça fait partie aussi de mes figures tutélaires. J'avais une petite diapositive à ce sujet. Alors, les travaux de Linda Nochlin ont été traduits pour certains d'entre eux en français, mais ce n'est pas le cas, par exemple, des travaux de Griselda Pollock, qui est aussi une autre grande figure dont j'ai mis, voilà. Et donc, il me semble aussi que dans ces questions, justement, de transmission, il y a aussi un effort à faire du côté de l'accessibilité et de la traduction dans notre langue de ces ouvrages, de ces travaux. Alors, il existe des extraits qui ont été traduits notamment dans le volume collectif La rébellion du deuxième sexe de Fabienne Dumont, qui a fait cet effort-là aussi de traduction. Mais en tout cas, les ouvrages n'ont pas été traduits. Alors, je vais, à partir de là, je vais peut-être passer la petite vidéo. Et puis, c'est une vidéo qui questionne en fait ce sexisme à l'œuvre dans les mondes de l'art par des artistes qui ont été actifs dans les années 70. Donc ces questions de temporalité aussi me semblent importantes à Let's talk about gender. It's been an ongoing battle. I was not aware of how difficult it would be. I wanted to do something. Every woman has stories of being excluded. We're talking about prejudice. Voilà, donc c'est une petite vidéo déjà qui, on va dire, qui pointe déjà les préjugés et puis les stratégies que les femmes vont mobiliser aussi justement pour exister dans ces mondes de l'art. Alors il existe une deuxième vidéo sur justement ce qui se passe au présent avec des artistes plus jeunes, une autre génération et qui montre ce qui a été gagné et ce qui est toujours en tout cas un combat à mener. Donc je voulais structurer ma communication en trois petits points. Le premier point, je l'ai intitulé « Enfoui » parce que c'est un état de fait, un état des lieux. Je vais revenir sur ce terme. Le deuxième, rebâtir. Et puis le troisième, poursuivre. Voilà, qui sont des verbes d'action sur lesquels je vais m'attarder aussi un petit peu. Donc l'idée, je crois, de cette séance, c'est de revenir aussi sur mon parcours. Donc je vais faire quelque chose d'un peu introspectif aussi et d'un peu personnel. Déjà, pour vous dire que cet éveil à l'histoire des femmes artistes, pour moi, a été rendu possible par un enseignement. Donc, la pédagogie est importante aussi, je crois, dans la diffusion justement de cette histoire. C'est l'enseignement de Giovanna Zaperi, qui est historienne de l'art et qui a fait sa thèse sur, on parlait de Duchamp, justement, sur la féminité, le fait que Marcel Duchamp est une femme en fait, voilà. Donc elle a beaucoup travaillé sur ces questions de masculinité et de féminité chez Duchamp. Et j'étais en 3e année de licence et elle nous a dispensé un enseignement sur l'art de la seconde moitié du XXe siècle, vu justement au prisme des études de genre, vu au prisme des identités masculines et féminines. Et en plus justement de regarder différemment justement les œuvres, regarder différemment l'art et son histoire, le corpus d'artistes qu'elle mobilisait avait en plus
c'était des œuvres qui étaient très engagées socialement, très engagées politiquement. Elle nous a montré des œuvres de Carrie Mae Weems, d'Adrian Piper, de Valley Export, de Matthew Barney. Donc voilà, il y avait des choses comme ça qui étaient très fortes et qui m'ont aussi amené à regarder différemment justement l'art et les artistes. La même année, j'ai eu un TD qui n'était pas dispensé par Giovanna Zapperi, mais qui était consacré à la photographie surréaliste, dans lequel il y a souvent du hasard aussi, mais j'ai eu la chance d'avoir l'exposé qui portait sur l'artiste Claude Cahun. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet artiste, et donc j'ai pu travailler sur cet artiste. C'est une artiste qui a eu un fort impact sur moi, qui m'a aussi engagée à lire des travaux féministes, les travaux d'Abigail Solomon-Godot sur l'autoportrait photographique de Claude Cahun, sur la question de la performance, notamment chez la comtesse de Castiglione. Et puis, voilà, donc une œuvre très forte qui questionne justement les identités masculines, féminines, lesbiennes, juives. Donc, il y a aussi tout un tas de croisements et qui, en plus, au-delà de l'œuvre, est une personnalité connue aussi pour ses engagements politiques au moment de la Résistance. Donc, une personnalité aussi très forte qui m'a beaucoup intéressée. En dehors de cet enseignement, un peu comme Agnès, c'est-à-dire que j'ai été face justement à des cours qui ne parlaient jamais des femmes. Les femmes étaient quasi absentes de tous mes autres cours, ce qui a aiguisé aussi ma curiosité à en savoir plus. Est-ce qu'elles étaient réellement absentes ? Qu'est-ce que signifiait cette absence ? Et en fait, je me suis rendu compte que non, elles n'étaient pas absentes, mais qu'on les avait enfouies. Donc ce terme d'enfoui me travaille et c'est un terme que j'ai utilisé aussi pour intituler ma thèse. Je l'ai intitulé « Un symbolisme enfoui » parce que, contrairement à oublier, je trouve que oublier, ça peut être un peu de l'ordre de l'étourderie. Ah ben, j'ai oublié ou j'ai pas pensé. L'enfouissement, je trouve que c'est une mise à l'écart volontaire. Et je pense que ça permet aussi d'appeler à la responsabilité de nous, historiens et historiennes de l'art, sur ces questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi avons-nous marginalisé ? Pourquoi avons-nous évacué ? Alors que les femmes artistes, justement, ont toujours existé. Donc, deuxième point, rebâtir, enfouir, et donc il faut exhumer, et rebâtir une histoire de l'art à partir justement de traces, de vestiges, parce que aussi, quand on travaille sur les femmes, donc c'est pour ça que je faisais aussi ce petit préambule sur la bibliothèque Marguerite Durand, on est souvent face justement à des sources très lacunaires, à des sources très partielles, et il faut faire un vrai travail d'enquête, il faut s'armer aussi. Alors souvent on me dit mais vous ne travaillez que sur les femmes, et en fait pour construire par exemple mon corpus sur les femmes artistes symbolistes, j'ai travaillé sur les hommes. C'est à partir des hommes et des monographies d'hommes, des catalogues d'exposition. J'ai lu tout ce qui a été écrit sur Gustave Moreau, tout ce qui a été écrit sur Odilon Redon, sur Puvis de Chavannes, pour justement souvent entrevoir dans les notes de bas de page, dans les interstices, des noms de femmes et après, à partir de là, essayer de construire un corpus. Pareil, dans les musées, justement, les œuvres sont rarement, quand elles existent, sont rarement dans les espaces d'exposition, elles sont souvent sous les réserves. Dans les réserves, qu'est-ce que ça veut dire aussi de notre manière aussi de traiter les artistes femmes et leurs œuvres. Alors moi, j'ai commencé, non pas dès la thèse, à m'intéresser aux artistes femmes, et dès le Master 1, parce que voilà, à partir de ce cours de 3e année de licence, je voulais travailler sur les femmes. Donc j'ai travaillé sur une femme artiste, qui est Jeanne-Élisabeth Chaudet, donc qui est une artiste de l'époque post-révolutionnaire, Premier Empire,
et qui m'a permis aussi de questionner, on va dire, deux éléments qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui dans mes recherches. Jeanne-Élisabeth Chaudet était l'épouse d'un artiste. Donc cette question du couple, elle est très présente, elle a été très présente dans mes recherches de thèse, mais aussi très présente dans mes recherches actuelles sur les historiennes de l'art. Et puis, Jeanne-Élisabeth Chaudet a aussi la particularité, ou on va dire plutôt le point commun avec beaucoup d'artistes femmes de cette époque, de s'exprimer dans le genre du portrait d'enfant. Donc cette question aussi de genre artistique dans lesquels on va cantonner les femmes, dans lesquels justement où les femmes vont pouvoir être mieux accueillies, c'est aussi dans ce sens-là, c'est quelque chose qui est aussi très présent dans mon travail. Donc ce genre du portrait d'enfant, il active aussi cette question de la relégation, mais aussi cette question que vous soulignez, Agnès, cette question du clivage qui existe entre la création et la procréation, que souvent c'est incompatible, la production, la reproduction, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aussi travaillé dans mes recherches de thèse. Justement, les femmes sont aussi à l'intersection de ces deux alternatives, et que c'est compliqué de pouvoir justement accéder aux deux. Souvent, c'est le cas à la fin du 19e siècle de manière très forte. Ensuite, j'ai fait un Master 2 sur une autre monographie, et j'insiste sur le fait aussi que ce genre de la monographie en histoire de l'art, on nous le présente souvent comme un genre un peu traditionnel, un peu classique, limite conservateur. Je pense que pour justement les femmes artistes, il faut passer par là. Comme il faut passer aussi par le quantitatif, hein, on l'a vu dans la vidéo aussi, cette question des chiffres qui est implacable aussi. Donc il faut finalement retourner un peu au fondement, la monographie, le quantitatif, pour montrer aussi le sexisme à l'œuvre dans les mondes de l'art. Et puis la monographie, ça permet aussi justement de construire finement aussi des parcours et des œuvres, et d'aller dans la précision aussi, et c'est ce qui nous manque souvent quand on travaille sur les femmes artistes, face au manque de sources qu'on a. Donc j'ai travaillé sur une autre artiste femme, Elisabeth Sonrel, une artiste de Tours, parce que j'ai fait toutes mes études à l'université de Tours. Et Elisabeth Sonrel a la particularité, c'est une artiste que l'on peut classer dans le courant symboliste, et elle avait la particularité, ou non, de ne travailler que sur les femmes. En fait, c'était les figures féminines qui étaient au cœur de son travail. Donc j'ai beaucoup lu justement sur l'articulation entre symbolisme et femmes, et il existait pas mal de travaux qui traitaient de cette question de la représentation des femmes dans le symbolisme à la fin du 19e siècle ou dans les milieux décadentistes. Et donc face à cette littérature abondante, je me suis questionnée, je me suis dit, on parle beaucoup justement de la représentation des femmes, la femme fatale, la femme virginale, etc. Mais on ne pose pas cette question justement de femmes artistes actives au sein de ces milieux. On parle pas mal de femmes artistes impressionnistes, j'arrive bien à identifier Berthe Morisot, Marie Cassatt, et il existait dans les années 2000 justement des travaux sur ces femmes, mais sur les femmes artistes symbolistes, il n'y a rien. Donc voilà, je me suis intéressée à cette question qui a fait donc l'objet de ma thèse de doctorat, où il s'agissait en fait de réintégrer aussi les femmes à une esthétique symboliste. Donc la question des œuvres aussi, pour moi, elle est capitale. Je suis historienne de l'art et c'est important pour moi aussi de regarder les œuvres. On va y revenir à la fin de mon intervention. Et le symbolisme aussi était chez moi entendu dans une acception assez large, c'est-à-dire que oui, c'était le symbolisme stricto sensu à la Moreau, à la Redon, à la Puisse de Chavannes, mais j'englobais aussi tout l'art nouveau et tout l'art des nabis. Alors la thèse que je développais dans ce travail, c'était une thèse assez simple. Elle visait à montrer comment justement, face à un puissant discours d'exclusion de la sphère créative, que j'ai développé dans un premier chapitre pour montrer justement
qui est un chapitré études culturelles, où je suis allée voir du côté des traités scientifiques, du côté de la caricature, du côté de la littérature, comment on représentait la femme artiste dans ses discours textuels et visuels, et comment elle était perçue. Je me suis rendu compte, évidemment, qu'elle était stigmatisée, dépréciée, etc. Et que, justement, il y avait cette incompatibilité entre création et d'être une femme. Donc, face à ce discours, j'ai essayé de montrer comment ces femmes ont pu déployer plusieurs stratégies pour, justement, soit assimiler ou contrer ce discours ambiant très antiféministe, très misogyne, et aussi pour contourner. Alors, Agnès a montré des très beaux dessins justement de femmes qui se contorsionnent. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le contournement et ces questions justement de détourner ou de contourner le réseau artistique qui était en place à cette époque et qui était vraiment un réseau dominé par les hommes. C'est-à-dire que c'était les hommes qui étaient à la tête des sociétés d'artistes, c'était eux qui décernaient les récompenses, qui étaient à la tête des ateliers de formation. Parce que jusqu'en 1897, les femmes n'ont pas accès à l'école des beaux-arts et donc doivent se tourner vers des académies et des ateliers parallèles. Et donc les hommes étaient à la tête de ces ateliers. C'était eux aussi qui, dans la question de la réception, produisaient une critique d'art, on va dire, plus influente. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont jamais écrit sur l'art, mais elles passaient par, on va dire, des chemins détournés, des voies alternatives, comme le récit de voyage, la presse féminine, ou les journaux intimes, par exemple. Et donc, leur critique d'art était moins diffusée et avait moins d'impact, était moins connue. Cette thèse, elle a été menée entre 2008 et 2012, et pour moi, c'est une période assez, on va dire, fructueuse. C'est une période clé, en fait, j'ai l'impression, de conscience institutionnelle. Donc là, on peut passer à la diapositive suivante, puisque c'est une période qui a vu, justement, un grand nombre d'événements, notamment l'accrochage Elle absente Pompidou, entièrement consacré aux artistes femmes. Un an avant cet accrochage qui est resté assez longtemps au Centre Pompidou et qui a eu un vrai impact, en tout cas un vrai succès auprès du public, il y a eu cette parution de l'ouvrage d'Elisabeth Lebovici et Catherine Gonard, Femmes artistes, artistes femmes, Paris de 1880 à nos jours. En 2010 aussi a été mis en place le programme à l'INHA consacré à la littérature artistique féminine auquel j'ai eu la chance de collaborer et qui a donné lieu à 2 ouvrages. Donc c'est Plumes et pinceaux, discours des femmes sur l'art en Europe entre 1750 et 1850, un volume d'essais et un volume d'anthologie. Je vous parlais de la question des sources aussi, de justement remettre à la surface, d'exhumer ces textes de femmes pour montrer aussi que les femmes ont tenu un discours et ont aussi se sont fait critiques et jugent aussi sur l'art. En 2012, paraît aussi, est fondé cet Institut du genre, groupement d'intérêt scientifique, et une espèce de plateforme qui permet de relier aussi toutes les disciplines aussi, parce que justement le genre c'est j'aime pas dire que c'est une thématique, moi je trouve que ça enferme, mais c'est en tout cas une perspective de recherche qui lie pas mal de disciplines. Et puis en 2013 est créé le laboratoire auquel je suis affiliée, le laboratoire d'études de genre et de sexualité, qui est voulu par le CNRS. Et moi, je suis recrutée sur un poste d'ailleurs colorier genre, c'est-à-dire que je ne suis pas recrutée sur un poste art, mais je suis vraiment sur ce fléchage, donc qui en dit beaucoup justement sur le réveil institutionnel, il me semble, dans ces années-là, où les gens, après un long silence, se rendent compte que de la pertinence de cette approche et peut-être du retard, et sans doute même certainement, je vais vous le montrer, du retard pris par la France dans cette articulation entre histoire de l'art et études de genre. Donc avant cette période, moi, je lis
tous ces articles qui ont des titres assez éloquents justement sur ce retard, cette articulation très contrariée et manquée entre la France, les études de genre et l'histoire de l'art. Donc vous voyez, Géraldine Gourbe et Charlotte Prévost parlent de No Man's Land français, Anne Cressel et Giovanna Zapperi parlent de mariage contre nature, ou un an après d'histoire refoulée de l'art. Séverine Sofio parle d'un rendez-vous manqué, et Elisabeth Lebovici, dans le catalogue Elle a de Pompidou, parle de la gêne du féminin aussi. Donc on voit que justement, c'est pas si évident que ça, et que ça arrive après un long silence et après un retard certain. Donc troisième point avec lequel je terminerai, cette idée de poursuivre, de continuer. Alors pour justement réfléchir à ce que j'allais vous dire ce soir, je me suis replongée dans mon parcours et je me suis rendu compte que j'avais finalement un parcours très linéaire dans lequel je faisais un peu des recherches un peu par ricochet. C'est-à-dire que souvent quand je discute avec mes collègues, ils me disent « Ah mais moi, j'arrive pas à trouver un sujet postdoctoral » ou mon sujet pour l'HDR, je ne sais pas encore sur quoi je vais travailler. Et moi finalement, ça s'est fait, alors ça veut sans doute dire qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, mais ça s'est fait un peu de manière, on va dire, naturelle, logique. Et à chaque fois, je suis tombée sur des choses qui ont aiguisé ma curiosité et qui m'ont ouvert un continent sur lequel il y avait peu de choses de fait et qui m'ont engagée à aller plus loin. Pendant ce travail de thèse et à la fin de ce travail de thèse, je suis tombée sur un ouvrage qui m'a marquée, qui est l'ouvrage d'Agnès Imbert, les nabis et leur époque. Donc je vous disais que j'ai travaillé sur le symbolisme, mais vraiment dans une acception large, en englobant aussi l'Art nouveau et les nabis. Et ce livre, il date de 1954, c'est l'un des tout premiers ouvrages sur le groupe des nabis, et il a en plus le mérite de proposer une lecture tout à fait novatrice sur ce groupe, qui est une lecture très politico-sociale du groupe des nabis, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de parler des nabis du point de vue de leur œuvre, de proposer une analyse plastique de leur œuvre, mais de les aborder sous l'angle justement de leur origine familiale, de leur milieu intellectuel, de leur religion, etc. Donc, par exemple, elle va travailler sur Georges Lacombe à partir de ses origines dreyfusardes. Elle va poser cette question qui m'a interpellée. Il est à remarquer qu'il n'y a jamais eu, si l'on ose dire, de nabi, IE. Donc, poser cette question de la part des femmes dans ce groupe. Et puis, par exemple, sur Gauguin, quelque chose qu'on a peu travaillé, elle va s'intéresser sur l'incidence que sa grand-mère, qui est Flora Tristan, qui est quand même une féministe renommée, va pouvoir avoir sur son travail. Donc, un livre très engagé qui m'invite à creuser un petit peu sur ce personnage, Agnès Imbert, qui est-elle ? Donc, j'ai travaillé sur elle, ça a donné lieu à un article qui est paru au début de cette année. Et donc, c'est une historienne de l'art qui est d'abord arrivée à l'art par la pratique artistique. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Elle a travaillé beaucoup à partir du médium de l'aquarelle. Elle a été aussi céramiste. Et ensuite, elle décide de compléter sa formation plastique par une formation d'histoire de l'art. Et donc, elle rentre à l'école du Louvre. Et en parallèle de sa formation à l'école du Louvre, elle choisit de faire aussi d'avoir des cours de philosophie à la Sorbonne. Donc déjà, on voit qu'elle a une vision élargie de l'histoire de l'art. Premier ouvrage personnel d'Agnès Imbert, c'est cet ouvrage qui paraît en 1936 sur le peintre David, dans lequel elle propose une lecture marxiste de l'œuvre de David. Alors pour moi, j'avais peu, on va dire, de travaux en tête à cette époque-là. Pour moi, le marxisme et l'histoire de l'art, c'est pas avant les années 50, c'est pas avant Antal, c'est pas avant tout plein de figures comme ça. Et je me dis, en 1936, elle propose cet ouvrage assez détonnant pour l'époque dans une collection communiste, les éditions sociales internationales, et la collection Problème qui est dirigée par Georges Friedman,
sociologue du travail. Donc on voit déjà que c'est une histoire de l'art assez nouvelle pour l'époque. Par la suite, elle rentre, donc un an après, en 1937, elle rentre dans un musée aussi, qui est assez nouveau, qui est le musée des arts et traditions populaires, et dans lequel, justement, elle est rétribuée pour ses fonctions en tant qu'attachée de conservation, enfin chargée de mission rémunérée, ce qui n'est pas évident pour une femme à l'époque d'être rémunérée dans les années 30 dans un musée, et elle n'est pas, elle va avoir un vrai rôle actif, c'est-à-dire qu'elle va aussi proposer un premier plan scénographique de cette galerie d'exposition au sein du musée des arts et traditions populaires. Donc elle va aussi penser le musée. Et ça m'a beaucoup aussi intéressée, c'est qu'elle n'est pas que dans des travaux un peu subalternes, de documentation, d'assistanat, etc. Mais elle va vraiment avoir aussi une vision très précise de comment on peut montrer le folklore français au grand public. Dans ces années-là, elle publie aussi dans 2 revues, qui ne sont pas la Gazette des Beaux-Arts, pas le Bulletin des Musées de France, qui sont de la presse artistique un petit peu, on va dire, officielle, traditionnelle. Elle publie dans la revue Clarté sur l'art, qui est une revue antifasciste, une revue politique, et elle publie aussi dans La Vie ouvrière. Et dans La Vie ouvrière, elle propose des articles qui sont très vulgarisés, c'est-à-dire qui sont destinés à ce public ouvrier, et elle décide aussi en parallèle de proposer des visites ouvrières à ce public pour montrer aussi que le musée est un lieu de bien-être, est un lieu aussi où ils peuvent être accueillis. Donc elle va contre cette vision aussi élitiste du musée. Par la suite, elle fait de la résistance et elle est arrêtée pour ses activités de résistance puisqu'elle va intégrer le réseau du musée de l'Homme. Alors souvent on a une vision du musée un peu réactionnaire en disant les musées ont beaucoup collaboré, mais il y a aussi tous ces petits réseaux de résistance. Alors, il faudrait faire un beau travail sur aussi la question des musées et de la résistance. Je pense qu'il y aurait pas mal de choses à faire et de noms à exhumer. Et donc elle est déportée. Et à la Libération, elle décide de ne pas revenir dans ce musée des arts et traditions populaires parce qu'il devient un relais de Vichy. Pensez un musée populaire, Pétain va s'en emparer, la France aux Français, etc. Et donc elle fait le choix de ne pas revenir dans ce musée et elle décide de travailler avec Jean Cassou, avec lequel elle avait résisté au musée d'art moderne. Donc c'est pour ça aussi que toute la seconde partie de sa carrière, elle va s'intéresser à l'art moderne et c'est dans ce cadre que le livre sur les nabis paraît. Alors cet ouvrage, il a été un vrai point de départ pour moi, pour réfléchir justement à la place et à la part des historiennes de l'art en Europe, en France, etc. Alors, souvent, justement, dans les cours d'histoire de l'art, on a des noms en tête. C'est Vasari, Winkelmann, Faucillon, Riegel, et on n'a pas de modèle féminin, alors que la plupart des étudiants en histoire de l'art sont des jeunes femmes et des jeunes filles. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a encouragée. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes historiennes de l'art, si on peut paraphraser Linda Nochlin. Donc, c'est le projet CNRS pour lequel, justement, j'ai été recrutée. Et c'est un projet sur lequel je travaille aujourd'hui. Et qui s'est développé de 2 manières. Un premier axe, justement, qui a posé la question des interactions entre les femmes et les musées, qui a donné lieu à 3 articles, à une journée d'études Femmes et musées et à un numéro de revue Culture et musées qui va paraître là très prochainement. Et puis l'autre axe qui découle de ce projet, c'est justement réfléchir à la part des historiennes de l'art dans l'écriture de l'histoire de l'art et à réfléchir plutôt à une histoire des savoirs artistiques. C'est-à-dire que quand j'ai proposé ce projet au CNRS, c'était un projet qui était intitulé « Les intellectuels E2LES dans les mondes de l'art » et qui était un projet plutôt un peu prosopographique où il s'agissait de dresser un peu une biographie collective, de voir un peu les trajectoires individuelles, etc. Donc de faire un peu une étude socio-professionnelle. Je le fais.
je fais des fiches bio-bibliographiques où j'essaye de repérer justement les origines familiales, la progression dans le parcours, etc. Mais je me suis dit, et c'est aussi comme ça que j'aborde l'histoire de l'art, je me suis dit, c'est intéressant de faire ça. Mais ce que j'aimerais voir, c'est ce que les femmes ont écrit. Qu'est-ce qu'elles ont produit? Et c'est de repartir aussi, comme j'ai fait justement sur mon travail de thèse, c'est de regarder les œuvres. Alors on parlait de figures tutélaires, on parle de figures tutélaires, moi, des gens comme Giovanna Zaperi, comme Anne Lafont, comme Linda Nochlin et Griselda Pollock regardent les œuvres aussi. Et c'est, je trouve, tout aussi l'atout de notre belle discipline qui est de pouvoir regarder les œuvres, d'aller au musée, etc. Donc ça va plutôt être une histoire des savoirs artistiques portés par les femmes, dans lequel les discours, les textes produits par les femmes vont être centraux. Et évidemment, ces fiches vont peut-être donner lieu à une base de données, mais qui sera périphérique, qui accompagnera, on va dire, le projet sur les savoirs artistiques que je me propose donc de mener. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai...